Dans cette partie, nous allons aborder presque la fin de l'histoire du Wi-Fi, en tout cas celle que je vous relate depuis maintenant un petit moment. Alors je ne sais plus, pour tout vous dire, si c'est la partie 5, 6, 7, 8, je n'en sais plus rien. En tout cas, dans cette partie, on va parler du Wi-Fi 6 et on va même se faire le Wi-Fi 6E parce que bon, il n'y a pas eu de grande nouveauté, à part une quand même qui est essentielle, c'est la bande de fréquence des 6 GHz, mais par contre voilà, côté on va dire technologie, fonctionnalité, il n'y a pas eu grand chose, il y en a eu 2-3 comme ça, mais que je vais même pas évoquer ici parce que vraiment elles sont très pointues. Donc voilà, on va faire 6 et 6E dans cette vidéo, mais tout ça c'est après le jingle. Alors le Wi-Fi 6, son nom officiel, on va dire en tout cas de la Wi-Fi Alliance, c'est le i3E 802.11ax. Encore une fois, on comprend pourquoi on a voulu simplifier un petit peu les noms de ces Wi-Fi. Ici, je ne vous ai pas marqué grand-chose. C'est en dessous où là, on va avoir quand même pas mal de points à évoquer. Néanmoins, la date de sortie 2019, nous sommes en 2025, fin 2025, donc 2019, vous voyez, il y a 6 ans. 6 ans déjà qui nous séparent de ce Wi-Fi 6 qui a été vraiment, on va dire là, encore une fois, une grosse saison, quoi, quelque part. C'est-à-dire une grosse nouvelle version, une grosse nouvelle génération de Wi-Fi parce qu'on a eu vraiment quelques points qui ont été grandement améliorés. Débit théorique, 9,6 gigabits seconde. Donc ça a été amélioré par rapport aux 2 vagues de Wi-Fi 5, mais voilà, c'est petite amélioration, mais ça cache beaucoup de choses en fait, ça cache une grosse amélioration finalement de la qualité de service quelque part, la qualité du Wi-Fi s'est retrouvée vraiment améliorée avec le Wi-Fi 6, beaucoup plus que son débit qui, bon, il est vrai, on a fait un petit saut, mais ce petit saut est très mesuré, entre guillemets. Un gros point quand même de différent avec le Wi-Fi 5. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a 2,4, 5 GHz. Vu comme ça, on pourrait se dire, bah oui, donc c'est pareil que le Wi-Fi 5. Eh ben pas du tout. Parce que avant, avec le Wi-Fi 5, on avait 2 radios. On a aussi 2 radios. Mais la grosse différence, c'est que avec le Wi-Fi 5, on n'avait pas du Wi-Fi 5 en 2,4 et en 5 GHz. On avait du Wi-Fi 5 que sur la bande de fréquence de 5 GHz. Alors que sur le Wi-Fi 6, nous avons l'intégralité des fonctionnalités qui sont dans les 5 GHz, on les retrouve aussi dans les 2,4 GHz. Alors, comme on va le voir un peu plus bas, on a l'intégralité. Maintenant, le Wi-Fi en 2,4 GHz est bien plus encombré que le 5 GHz. Donc, certaines fonctionnalités vont être un peu en mode... je ne sais pas si on peut dire best effort ou dégradé. En tout cas, il y a beaucoup de monde sur la bande de fréquence de 2,4 GHz, que ça soit au sein de votre réseau ou des réseaux qui vous entourent. Donc, c'est vrai que certaines fonctionnalités, on a moins le bénéfice de ces fonctionnalités. Mais malgré tout, on a le même niveau fonctionnel, ce qui n'était pas du tout la même chose. En Wi-Fi 5, la bande de fréquence de 2,4 GHz, c'était en fait du Wi-Fi 4 qu'on avait. C'était du 802.11n. Donc voilà, là on a vraiment une grosse amélioration, c'est qu'on a le même niveau fonctionnel sur les 2 fréquences. Et on a toujours les 2 radios distincts, c'est pas la même radio qui émet en 2,4 et en 5. Alors, les portées, toujours très théoriques, c'est toujours à peu près les mêmes. Là, je pense que je vous ai même un peu exagéré quand même la 2,4 à l'extérieur, mais m'en tenez pas à rigueur, de toute façon, c'est à chaque fois une histoire de conditions. Est-ce qu'il y a des interférences? Est-ce que vraiment à l'extérieur vous rencontrez pas d'autres Wi-Fi? C'est toujours la même histoire depuis le Wi-Fi 0 que je vous ai raconté maintenant il y a plusieurs semaines, voire mois. Donc je ne vais pas être trop long là-dessus. Vous en avez l'habitude de ce genre de pondération, on va dire, dans les histoires de puissance et puis de captation de ces ondes radio à X mètres. Donc voilà, révolution d'efficacité et technologie clé. La première, on est passé de l'OFDM à l'OFDMA et ça change beaucoup de choses. Alors ça change beaucoup de choses, ça change surtout la façon d'exploiter la fréquence, le spectre, vous voyez, des fréquences ou du canal ou des canaux qui sont utilisés. En l'occurrence, avec l'OFDM,
eh bien, on avait sur une porteuse, sur une trame, si vous voulez, sur un flux, on avait un client à la fois dans chaque signal envoyé. Voilà. En OFDMA, donc typiquement le Wi-Fi 6, c'est arrivé vraiment avec le Wi-Fi 6, eh bien, cette connexion va être potentiellement, selon le besoin bien évidemment du nombre d'échanges de clients, etc., pour plusieurs appareils différents. C'est-à-dire qu'à travers une seule et même trame, on va pouvoir desservir entre guillemets un PC, un IoT, un smartphone, une télé, un laptop, et tout ça en une seule trame. Et ça, c'est nouveau. Avant, c'était une porteuse était égale à un client. Là, maintenant, on va pouvoir, avec des ressources uniques, des unités de ressources, eh bien, diviser ces porteuses en des sous-porteuses qui vont elles-mêmes intégrer plusieurs clients, plusieurs stations, si vous voulez, dans le même flux, dans le même envoi. Donc c'est ce que l'on voit ici, l'évolution de l'OFDM qui partage la trame entre plusieurs stations. Des stations, c'est tout, ce sont des smartphones, ce sont des laptops, des desktops, des IoT, voilà. Ce sont ce qu'on appelle des stations, des STA, dans le jargon, on va dire, du Wi-Fi, et donc à travers des unités de ressources. Je réaborde un petit peu ce point un petit peu plus bas, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais encore une fois, rappelez-vous, ce document va bientôt être sur notre blog. Alors pour l'instant, on vous le garde encore un petit peu au chaud parce qu'on n'a pas abordé tous les points de cette présentation, mais d'ici quelques petites semaines maintenant, ce document, vous pourrez le retrouver en libre service, donc vous pourrez le consulter, l'approfondir un peu plus que la présentation que je vous fais là. Mais voilà, dites-vous que on a jusqu'à 256 sous-porteuses qui peuvent être utilisées et à travers des RU, donc des ressources uniques, eh bien, on va pouvoir agréger des sous-porteuses pour pouvoir les utiliser par plusieurs terminaux en parallèle, c'est-à-dire des terminaux, des STA, qui vont recevoir ces informations en parallèle à travers cet agrégat donc de sous-porteuses. Et ça change beaucoup de choses, notamment au niveau de la latence. On va pouvoir servir plus de clients à la fois, plus de STA à la fois, et donc eh bien ça va diminuer le temps d'attente, vous voyez, de chacun des clients qui souhaitent communiquer dans son temps Wi-Fi. Voilà, donc ça c'est vraiment une grosse évolution, le passage de l'OFDM à l'OFDMA. Alors l'impact, réduction drastique de la latence, meilleure efficacité spectrale, donc c'est-à-dire qu'on va mieux, enfin quand je dis on, c'est le point d'accès Wi-Fi qui va mieux exploiter le spectre radio qu'il va pouvoir utiliser à travers son canal, et donc amélioration des performances en environnement dense, c'est-à-dire évidemment, étant donné qu'on a introduit plein de sous-porteuses qui peuvent s'agréger en ressources uniques pour aller délivrer X clients ou X STA à la fois, eh bien ça veut dire que quand par exemple vous avez des centaines et des centaines de personnes dans un stade de foot, eh bien vous allez pouvoir envoyer et recevoir un paquet d'informations dans le même temps. Donc c'est évidemment, en termes de densité, là vous allez avoir une augmentation de la performance en cas de haute densité. Pareil pour des objets connectés, donc de l'IoT, c'est exactement le même sujet. Après, qu'est-ce qu'on a comme grosse innovation? C'est le MU-MIMO, mais cette fois-ci en uplink également. Si vous avez suivi la précédente vidéo, eh bien vous avez pu voir que on avait du multi-MIMO, on était passé du SU-MIMO au MU-MIMO, mais on l'avait uniquement en download, c'est-à-dire que c'était du point d'accès vers le client. Là, maintenant, on a un bidirectionnel, alors, amélioré, oui, en tout cas le multi-MIMO est amélioré, dans le sens où c'est du download et de l'upload. Donc pour rappel, le multi-MIMO veut dire que on va pouvoir envoyer plusieurs flux à la fois au même client. Alors, selon le nombre d'antennes que disposait votre point d'accès, selon le nombre d'antennes que vous disposiez vous dans votre client, généralement, un smartphone, un laptop dispose d'une à deux antennes, donc ce qui veut dire que vous avez de 1 à 2 flux en simultané. Et bien avec le multi-MIMO, vous aviez donc la possibilité d'avoir 2 flux à la fois qui descendent quelque part du point d'accès vers votre laptop, par exemple. Et avec le Wi-Fi 6, eh bien maintenant, c'est plus uniquement dans le sens du downlink, c'est dans le sens aussi de l'uplink, c'est-à-dire que c'est vous aussi qui pouvez envoyer plusieurs flux à la fois
au point d'accès. Et là, bien évidemment, on a une amélioration de la vitesse, ou en tout cas de la latence, là aussi. C'est-à-dire que le gros point d'amélioration se situe aussi dans le MU, Multiple User. Donc, plusieurs utilisateurs pouvaient envoyer plusieurs flux en même temps. Alors attention, parce que quand je dis plusieurs flux en même temps, ça dépendait énormément des caractéristiques de votre point d'accès, mais aussi, on va dire, des interférences du CSMA/CA, c'est-à-dire l'écoute qu'il y avait avant. Est-ce que le spectre radio était suffisamment libre? Est-ce que vous n'aviez pas d'interférence? Bon, il y a plein de conditions qui font que le multimimo, qu'il soit en uplink ou en downlink, eh bien, était extrêmement dépendant et de la partie matérielle de votre point d'accès et bien évidemment de votre client, et aussi des conditions de captation, des conditions de transfert en fait qui étaient utilisables à ce moment-là en Wi-Fi. Mais malgré tout, si vous étiez dans de bonnes conditions, eh bien vous avez la possibilité d'envoyer plusieurs flux à la fois vers le point d'accès. Et ça, c'est une grosse nouveauté du Wi-Fi 6. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans ce petit tableau. Alors, le petit tableau, je m'aperçois que le responsive là n'est pas formidable, mais là, ce que je vous montre, c'est que, en gros, un point d'accès pouvait avoir 8 antennes pour l'émission et la réception dans son grand maximum, c'est-à-dire en gros, jamais. Voilà, pas vous vendre du rêve non plus. C'est très rare d'avoir des points d'accès avec 8 antennes, vous voyez, pour faire de l'émission ou faire de la réception. Alors ça switchait, hein, c'était l'un ou l'autre, hein, c'était pas les deux néanmoins à la fois, mais néanmoins, c'est la norme. La norme en Wi-Fi 6 était jusqu'à 8 antennes. Et puis après, il y avait la réalité, on va dire, matérielle, qui était que, bon, quand vous aviez 4 antennes sur un point d'accès Wi-Fi, vous étiez bien. Et puis, quand il y en avait 2 sur votre laptop ou desktop ou smartphone, bah, vous étiez bien aussi. Voilà, ce qui était donc rare dans l'absolu. Mais en tout cas, la norme allait jusqu'à 8 flux en simultané et à répartir sur X personnes connectées. C'est-à-dire que si vous aviez 4 laptops qui avaient 2 antennes, et ben globalement, ils pouvaient descendre 8 flux, donc 2 flux par laptop, et puis remonter 2 flux par laptop vers le point d'accès Wi-Fi. Donc ça a vraiment été très améliorant d'un point de vue latence, d'un point de vue efficacité finalement, utilisation du spectre. C'est vraiment quelque chose de très important. Alors pour continuer un petit peu dans les évolutions qui ont été apportées par le Wi-Fi 6. Alors je vous dis pas que c'est la principale, mais quand même, c'est une évolution qui a apporté, on va dire, là aussi de la qualité, qui a diminué forcément les interférences, qui a eu pour impact finalement d'améliorer le transfert et puis la disponibilité peut-être des points d'accès Wi-Fi. Car vous le savez, une des problématiques du Wi-Fi, c'est que vous n'êtes pas seul au monde. Il y a beaucoup d'entreprises autour de vous qui utilisent des points d'accès Wi-Fi. Vous pouvez avoir même peut-être chez vous, dans votre entreprise, des points d'accès Wi-Fi qui émettent sur des réseaux totalement différents. Donc peut-être que vous faites concurrence chez vous. Alors ça, c'est plus facile à gérer parce que justement, vous allez pouvoir choisir les canaux dans lesquels vous allez émettre, peut-être même les bandes de fréquences dans lesquelles vous allez émettre selon les points d'accès. Quand c'est pas votre matériel, eh ben, vous subissez un petit peu. Parfois, vous subissez vraiment le fait qu'un point d'accès soit mal réglé dans une entreprise qui est voisine de la vôtre. Et là, bah, comment ça se passe? Bah, généralement mal, parce que ça crée des collisions, des interférences. Bon, bref, il fallait quelque chose pour encore tenter d'améliorer finalement cette situation. Eh bien, le BSS Coloring a permis d'améliorer justement la discussion entre des points d'accès et leurs propres clients. Alors, comment ça fonctionne? C'est assez simple. En fait, chaque BSS a sa couleur. Donc le BSS, vous savez, c'est enfin vous savez ou pas, je ne sais pas, mais c'est l'ensemble que forme un point d'accès avec ses clients. Voilà, l'ensemble que forme un point d'accès et ses clients discute dans un SSID et donc le BSS, on va lui affecter une couleur. Quand je dis on, c'est le point d'accès, hein, c'est pas vous ni nous, c'est le point d'accès qui va décider d'une couleur. Et donc sa couleur à lui, par exemple, ça serait bon, le bleu très clair, on va dire la couleur 7. Et s'il voit que des voisins de votre entreprise utilisent une autre couleur, donc là, vous voyez, je vous ai mis la couleur 12-31. Alors, à savoir que vous avez jusqu'à 63 couleurs différentes. Alors, ça vous fait quelques voisins quand même à côté de votre entreprise. Vous êtes un peu tranquille. Normalement, sauf être vraiment dans une zone hyper dense, 63 couleurs, c'est pas mal. Alors, le but de tout cela, c'est quoi? C'est de se dire que
ce BSS va colorer quelque part les trames qui circulent entre votre BSS à vous, donc votre ensemble client et station, donc votre ensemble point d'accès et station, va lui affecter une couleur. Et si à un moment donné, vous étiez sur les mêmes canaux que vos voisins, il aura été décidé par toujours la même chose, hein, le CSMA/CA qui écoute et regarde s'il y a une plage pour lui pour aller discuter parce que justement il n'y a pas trop d'interférences, il n'y a pas de voisins qui causent, etc. Sur ces mêmes préambules de discussion, ces couleurs sont affectées par les points d'accès et à un moment donné, eh bien, les points d'accès d'à côté vont s'être affectés une couleur où ils disent bon bah là on n'est pas dans la même plate-bande que nos voisins. Et donc à partir de là, quand vous discutez sur un canal en 5 GHz, par exemple, hein, ça aurait été la même chose en 2,4, le point d'accès va regarder si vous avez un autre point d'accès qui discute dans les mêmes fréquences que vous, va dire ah oui mais là il a une couleur 1 qui est différente, donc je peux repérer déjà que ce n'est pas nous, ce n'est pas un client un laptop, desktop, vous voyez, qui ferait partie de mon BSS. Et à partir de là, si je vois que le signal n'est pas trop fort, c'est-à-dire en gros il est loin de vous, et bien quand bien même on est dans la même fréquence, je vais discuter avec mon PA, avec mon STA, parce que ça ne va pas interférer, il n'y aura pas suffisamment de bruit, si vous voulez, pour interférer avec ma propre transaction, ma propre communication. Et donc, les BSS Coloring vont permettre d'améliorer finalement la fluidité du trafic, la fluidité des échanges, par une appréciation de est-ce que, quand bien même on est dans les mêmes fréquences, je vois que ce n'est pas le même réseau, ce n'est pas la même couleur, et donc est-ce que je vais pouvoir discuter ou pas? Oui, je peux discuter parce que le réseau me paraît très loin, le signal bruit, vous voyez, est vraiment mauvais, ou en tout cas très loin de mon signal bruit, et bien donc à partir de là, je vais pouvoir discuter, et avec mes STA, ça devrait bien se passer. Et donc dans ce tableau, juste en dessous, je vous ai mis les 3 états qui pourraient se présenter en termes de situation, et qui feraient que, eh bien, selon le BSS Coloring, le PA décide de discuter avec le client ou pas et donc attendre le bon moment pour discuter avec le STA. Alors, pour passer à la suite, autre petite amélioration. Là aussi, c'est pas la révolution, mais ça peut être dans certains cas, par exemple dans tout ce qui est IoT, dans tout ce qui ne nécessite pas tout le temps de pouvoir fonctionner pour ne pas, par exemple, vider une batterie, vider une pile, un accu, vous voyez, dans un appareil connecté. Eh bien, on a le TWT, Target Wake Time, qui a été implémenté dans le Wi-Fi 6, qui va donc permettre au routeur ou au point d'accès d'aller en quelque sorte négocier, de définir des heures de réveil avec ces appareils-là pour leur dire, bah voilà, toi, tu vas pouvoir travailler dans ces heures-là et puis sinon, bah, tu vas pouvoir te mettre en veille prolongée pour ne pas finalement entamer inutilement ta batterie, ton accu. Et donc, ça a été une révolution, mais une révolution concentrée, on va dire, sur les objets connectés, parce que les objets connectés sont des appareils qui généralement embarquent un accu, une pile qui doit durer très longtemps, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans pour certains. Et là, il ne faut pas qu'il soit en permanence, évidemment, en fonctionnement, parce que la batterie, elle va durer sinon 2 mois, mais pas 10 ans. Et voilà, donc le TWT a permis d'implémenter quelque chose de normé dans cette planification de communication entre les objets connectés et puis donc le PA. Alors voilà, l'impact, c'est une révolution pour les appareils de type IoT fonctionnant sur batterie, dont l'autonomie a pu être multipliée. Voilà, pour votre laptop, ça n'a pas changé grand-chose parce que il ne va pas normalement se mettre en veille à chaque émission de tram, vous voyez, à chaque fois que vous allez émettre un paquet, il ne va pas se mettre en veille derrière, donc ça ne change rien. Autre amélioration, ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des améliorations par rapport aux générations précédentes. On a par exemple la modulation en 1024 QAM. Quand, toujours pareil, le spectre radio le permet, c'est-à-dire quand il n'y a pas trop d'interférences, quand le signal est propre, quand vous n'avez pas trop de voisins qui vous cassent votre signal à vous ou le perturbent, eh bien, on pouvait monter à une QAM de 1024 par rapport aux 256 QAM qu'on avait avant. C'est 25% de données
en plus transporter, vous savez, c'est toujours les mêmes symboles, l'AQM augmenté à 1024, donc une amélioration du débit du transfert en fait à chaque communication par des symboles plus complexes finalement. Donc c'est l'histoire des sacs à dos. Allez voir ça dans les autres vidéos. Et voilà, donc c'est une amélioration dans le débit. Alors, c'est pas ce qui va vous doubler le débit, mais ça participe, on va dire, à l'amélioration avec le multi-MIMO en uplink, downlink, etc. Au niveau de la sécurité, alors au niveau de la sécurité, c'est le WPA3 qui est obligatoire. Alors, obligatoire, mais il y avait encore quand même quelques compromis possibles avec le WPA2 parce qu'il faut aussi faire avec l'existant, c'est-à-dire le parc qui est installé, qui est déployé dans les entreprises. Tout le monde ne pouvait pas supporter le WPA3. Donc, malgré tout, je vous ai mis quand même la réalité du terrain, quelque part. Hein. C'est que de nombreux déploiements conservent un mode qu'on a appelé un mode transition, WPA2, WPA3. Donc, voilà, c'était la fin de vie du WPA2 qui était donc trop facile, entre guillemets quand même, en tout cas qui était cassable. Et donc, voilà. L'implémentation du WPA3 a été rendue obligatoire, mais quand même pas si obligatoire que cela, avec quelques possibilités de faire une transition, vous voyez, un peu plus en douceur. En résumé d'utilisation, alors, le Wi-Fi 6 c'est conçu très clairement pour les environnements denses, hein. Les sous-porteuses, le BSS coloring, vous voyez, ce sont le multi-MIMO hein, qui a permis de l'uplink et du downlink en même temps. Ça a permis d'augmenter la densité d'informations, mais donc en parallèle aussi la densité de clients qui pouvaient discuter en même temps au sein d'un même réseau Wi-Fi. Donc, très clairement, ça n'augmente pas la portée brute, hein, c'est-à-dire que les portées que je vous ai évoquées tout à l'heure, en vous disant que vous avez peut-être un peu exagéré pour le Wi-Fi en 2,4 GHz, bon, ça n'a pas augmenté la portée. Non, par contre, ça a augmenté la qualité de service, ce que je vous disais au tout début de cette vidéo, c'est que des débits utiles, la latence, la capacité ont été augmentés en 2.4, hein, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la différence du Wi-Fi 6 par rapport au Wi-Fi 5, c'est que tout ce que je vous ai évoqué ici correspond aux deux radios. La radio qui émet en 2,4 GHz comme celle de 5 GHz, grâce donc à l'OFDMA. Et oui, l'OFDMA, les sous-porteuses que je vous évoquais, le multi-MIMO, l'UL uplink, downlink, le TWT que je viens de vous évoquer et le BSS coloring. Voilà, donc tout cela a énormément amélioré la qualité de service. Pas beaucoup la portée. De toute façon, la portée, le Wi-Fi aujourd'hui, vous savez, ce qu'on cherche surtout, c'est avoir un réseau très rapide, on va dire sur un espace raisonnable. On ne cherche pas non plus à aller à l'autre bout de son quartier avec du Wi-Fi. Petit point important hein, sur les réseaux filaires de l'époque, le 10 gigabits Ethernet est courant dans les réseaux performants, c'est-à-dire que on retrouve, je vous en avais d'ailleurs parlé hein, du 10 gigabits en Ethernet, j'en ai parlé pour le Wi-Fi 7 parce que c'est quasiment obligatoire si vous voulez vraiment utiliser le Wi-Fi 7 à son maximum de vitesse avec le maximum de périphériques simultanés, eh bien le 10 gigabits Ethernet est une vraie bonne solution d'entreprise parce que ça ne nécessite pas de fibre optique, c'est sur des paires de cuivre. Donc voilà, le 10 gigabits Ethernet se répand dans les réseaux de façon assez courante et je ne vous parle pas là que des gros data centers, je vous parle dans des entreprises comme la nôtre par exemple. Nous on a aussi de plus en plus de clients qui passent en 10 gigabits Ethernet au sein de leur baie informatique. Donc voilà, c'est quelque chose de très répandu et là on est en 2019. Le 2,5 gigabits adapté pour suivre la montée du Wi-Fi, donc oui, plus de débit, vous voyez, une qualité de service, il faut que ça se tienne à un moment donné au niveau du retour dans le réseau, dans le LAN de l'entreprise. Donc eh bien le 2,5 gigabits est de plus en plus omniprésent et notamment, comme je vous l'ai indiqué ici, pour les access points, donc tout ce qui est les points d'accès ou les routeurs Wi-Fi. Le 25 gigabits et le 40 gigabits toujours en Ethernet, hein, pas en fibre optique. Pour le cœur de réseau dans les data centers, la même problématique, hein, la fibre optique c'est très bien, ça a plein de qualités, des caractéristiques qui sont assez uniques par rapport à la paire de cuivre. Par contre voilà, une paire de cuivre c'est fragile, donc ça doit être manipulé avec soin, ça doit être bien protégé. Une paire de cuivre c'est beaucoup plus costaud, puis alors, surtout des câbles, vous voyez, dimensionnés pour du 40 gigabits, c'est pas le câble très fin. Voilà, donc c'est des grosses avancées aussi au niveau du réseau filaire qui s'explique par cette montée en charge
au niveau du Wi-Fi 6. Et parce que nous sommes bien lancés sur le Wi-Fi 6, nous allons donc faire maintenant le Wi-Fi 6E. Voilà. Alors, le Wi-Fi 6E, ça va aller quand même relativement vite. C'est donc le i3E 802.11 AX. Alors le Wi-Fi 6E, date d'approbation, c'est-à-dire que tout le monde se met d'accord pour dire « Ok, on entérine cette norme », c'était en avril 2020, donc il y a 5 ans tout juste, qui marque le début de l'adoption mondiale du Wi-Fi 6E. Et là quand même, encore une fois, même si ça n'a pas embarqué beaucoup de nouvelles techno, ça a quand même embarqué quelque chose qui est plutôt sympathique, c'est la fréquence des 6 GHz. Alors plutôt sympathique, mais que, voilà, je vous le mets ici en petit. La fréquence de 6 GHz, c'est une fois de plus, comme l'a été en son temps la fréquence des 5 GHz, dans l'objectif 1, d'augmenter évidemment, on va dire, le débit, 2, de vous redonner une plage de fréquence la plus large possible. Bon, on y est déjà revenu dans la vidéo du Wi-Fi 7, la plus large possible, mais avec quelques contraintes quand même, qui sont selon le pays, l'Europe, les États-Unis, bref. Chacun a géré ça un petit peu. Ça a été entériné par la FCC aux États-Unis. Ça s'applique pas partout pareil dans le monde entier. On a des petites subtilités au niveau des canaux, des 320 MHz notamment. Bon bref, en tout cas, la bande de fréquence de 6 GHz a eu pour vocation, pour volonté de faire exactement la même qu'avec la 5 GHz, c'est-à-dire désengorger la fréquence de 2,4 GHz, parce que la fréquence des 2,4 GHz, c'est certes celle qui va le plus loin, mais c'est celle qui est aussi, on va dire, la plus pourrie aujourd'hui en termes de possibilités d'exploitation à fort débit. Bah, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de devices qui sont dedans. Vous prenez déjà tous les objets connectés à 90%, c'est en 2,4 GHz. Vous prenez beaucoup d'écrans comme celui-ci qui sont en 2,4 ou 5, mais bon, généralement, vous les mettez plutôt en 2,4. Vous avez tout un tas de périphériques qui sont en 2,4. Vous avez les périphériques modernes, c'est-à-dire les ordinateurs, clairement, qui peuvent être en 5 GHz, les smartphones modernes qui sont en 5 GHz, et puis alors les tout nouveaux, eh ben, il leur fallait une fréquence un peu plus libre, vous voyez, où on soit avec une possibilité de transfert bien plus élevée, toujours dans les mêmes conditions, de pas trop loin, voire même pas loin du tout du point d'accès, eh bien c'est le cas du 6 GHz. Donc le 6 GHz, en termes de portée, je vous ai pas mis les autres là parce que ça change rien du tout au niveau des 2,4 et des 5 GHz, la portée est la même qu'avec le Wi-Fi 6. Eh bien nous sommes à 10-20 mètres de portée de la bande de fréquence de 6 GHz. 10-20 mètres, rendez-vous compte, c'est quand même pas beaucoup. Alors c'est en intérieur, c'est-à-dire que ça suppose d'avoir malgré tout potentiellement une cloison, quelque chose comme ça, mais pas bien plus. Parce que dès que vous allez vous éloigner davantage, on va dire, vous allez repasser à du 5 GHz. Et puis dès que vous allez vous éloigner encore un petit peu, c'est-à-dire une quarantaine de mètres grand max, eh bien vous allez passer en 2,4. Donc ce sont vraiment des fréquences qu'il faut considérer comme étant exploitables. J'allais dire en exagérant un petit peu, presque en dessous, vous voyez, du point d'accès ou à côté du point d'accès, dans la même pièce, par exemple, dans un open space. Voilà, c'est là où vous allez pouvoir exploiter la bande de fréquence de 6 GHz. Dès que vous allez vous éloigner un petit peu, vous allez sans doute retomber sur du 5, voire du 2,4 assez rapidement. C'est toujours les mêmes histoires, les interférences. Quand bien même il y a l'OFDMA, quand bien même il y a le BSS Coloring, il peut y avoir beaucoup de subterfuges pour faire en sorte de capter un signal et de le garder. Il y a un moment donné où il y a d'autres réalités qui se confrontent à vous. Donc en extérieur, et puis alors l'extérieur, on y reviendra plus tard dans une vidéo où on va vous faire l'AFC, on va vous faire les réseaux mesh, le roaming, tout ça en même temps. Mais bon, voilà, il y a toujours des histoires de fréquences autorisées, pas autorisées. Quoi qu'il en soit, vous êtes en extérieur entre 25 et 50 mètres. C'est à peu près le maximum sur lequel vous pourrez capter une fréquence en 6 GHz. Après, vous serez en 5, voire plus assurément en 2,4. Voilà, donc très haut débit, à courte distance, parce que le débit, on est toujours à 9,6 gigabits, je vous dis toujours parce que ce sont exactement les mêmes technos que le Wi-Fi 6, comme je vous le disais au départ. Le E que vous avez ici, là, voilà, c'est pour étendu, c'est extend. Donc c'est vraiment l'idée d'étendre votre réseau Wi-Fi 6 plus loin, ou en tout cas dans une fréquence plus élevée, mais vous avez toujours le même débit qui peut être exploité. Donc voilà, bon, c'est quand même une grosse avancée, on va le voir un petit peu plus bas. L'autoroute privée
pour le Wi-Fi 6, oui. C'était à l'époque sans doute vrai, c'est-à-dire que quand en 2020 ça a été ratifié, puis c'est sorti et vous les avez trouvés, on va dire, dans toutes les entreprises qui voulaient changer leur point d'accès, il y avait très peu de devices qui étaient estampillés Wi-Fi 6E dans les ventes de produits. Donc c'était effectivement une autoroute privée pour le Wi-Fi 6, Wi-Fi 6. Alors c'est pas une nouvelle génération, hein, comme je vous l'indique depuis tout à l'heure, mais c'est l'implantation du standard Wi-Fi 6 dans une bande de fréquences entièrement nouvelle, vierge et non encombrée. Et donc pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, ça résonne en vous, hein, c'est exactement la même chose que ce que je vous ai dit quand la fréquence des 5 GHz est sortie officiellement. Voilà, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'avant le 6E, on avait des bandes qui étaient très saturées, donc la 2K très encombrée, hein, qu'il est toujours aussi. Maintenant, je veux dire, la 5 GHz moyennement encombrée, moyennement encombré. En 2020, on commençait à avoir quand même quelques périphériques qui l'utilisaient. Avec le 6E, eh bien, vous avez la 2.4, la 5, ça change pas grand-chose, si ce n'est que ceux qui étaient compatibles, vous voyez, avec du Wi-Fi 6E, mais qui n'avaient qu'une borne Wi-Fi 6 à l'époque, voire même une borne Wi-Fi 5, et puis, voilà, Carpe Diem IT est passé par là, on vous a mis une borne en Wi-Fi 6E, et bien, à partir de là, les clients qui étaient cantonnés à utiliser la bande de fréquence de 5 GHz, peut-être que, hop, ils se sont retrouvés dans 1200 MHz vierge de fréquence, enfin, une bande de, enfin, en tout cas, une taille de 1200 MHz qui pouvait être exploitée dans cette fréquence de 6 GHz, qui était totalement vierge parce que très peu de périphériques étaient à l'époque en 6 GHz, donc compatibles 6 GHz. Ce sont des canaux supplémentaires, hein, le fait d'avoir ouvert comme ça 1200 MHz, eh bien ça veut dire que vous aviez 7 canaux de 160 MHz qui se retrouvaient disponibles. Je vais me mettre ici, c'est plus simple. Vous aviez 14 canaux, ou 14 canaux de 80 MHz qui étaient disponibles sans chevauchement, hein, on oublie les péripéties du début du Wi-Fi, et donc vous avez un spectre vierge, aucune interférence d'anciens appareils Wi-Fi ou autres équipements, hein, les micro-ondes n'émettent pas dans cette fréquence-là, c'est dans le 2.4, et puis d'autres appareils aussi n'émettent pas dans cette fréquence DECT, tout cela, voilà. Donc une puissance maximale, le Wi-Fi 6 peut exploiter son plein potentiel, le Wi-Fi 6 dans la génération E. D'accord, vous l'avez bien compris. Et donc, voilà, on reviendra sur cet aspect, j'en ai un tout petit peu parlé il y a 15 secondes, de l'AFC. On y reviendra dans cette rubrique qui est ici, donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais comme je vous le dis ici en extérieur, eh bien dans les pays qui l'autorisent, ça exige l'AFC, ça rappelle énormément le DFS dont je vous ai parlé il y a quelques épisodes de cela dans cette série de l'histoire du Wi-Fi. Mais donc voilà, on y reviendra dans une vidéo qui sera dédiée au roaming, au mesh et puis donc à l'AFC. Alors, avantage concret du Wi-Fi 6E, c'est que ça peut enfin exploiter son potentiel avec des canaux de 160 MHz sans compromis ni interférence. Ça, je viens de vous en parler. Une latence ultra faible parce que donc on va libérer quelque part la congestion des autres réseaux, du 2.4 et du 5. Quelque part, en tout cas, c'était la volonté, c'est ce qui est espéré. Et puis, on a donc une latence qui est proche d'une connexion filaire. Vraiment, voilà, c'est un peu du marketing ça, mais c'est proche, effectivement, ça se rapproche, on va plutôt dire ça comme ça se rapproche d'une latence d'un réseau filaire, quand bien même on n'est pas du tout sur les mêmes technos. Donc, en résumé, le Wi-Fi 6E, c'est la version luxe du Wi-Fi 6 parce qu'effectivement, on a cette petite bande de fréquence qui vous est réservée, donc ça fait un petit peu luxueux comme démarche, donc destinée aux utilisateurs et aux applications les plus exigeantes, donc tout ce qui va être réalité augmentée, virtuelle, vous voyez, avec des casques ou des lunettes, plutôt des casques parce que les lunettes, je suis pas sûr qu'elles soient connectées en Wi-Fi 6E, tout ce qui est gros streaming, tout ce qui est gros flux vidéo 8K par exemple, là c'est vraiment un cas d'usage, en tout cas l'appareil développe ce cas d'usage qui est vraiment idéal. Réseau filaire de l'époque, c'est de la redite un petit peu, mais apparition des switches multi-gig, donc 2,5, 5 Go, 10 Go, donc vous avez des boîtiers, des commutateurs, des switches
qui sont compatibles de façon descendante. Donc on va pouvoir faire du 10, donc on va pouvoir faire du 10, du 5, du 2.5 à travers le même connecteur. Voilà, donc ils vont savoir détecter le périphérique et s'adapter en termes de vitesse. Pour suivre le Wi-Fi 6E, c'est toujours... alors je vous dis pas qu'on a fait des multigigs pour le Wi-Fi 6E, mais en tout cas ça rendait la chose obligatoire d'avoir dans les cœurs de réseau des commutateurs, des switches qui sont en capacité de soutenir cette bande de fréquence de 6 GHz qui, avec ces nouveaux canaux, eh bien, a apporté évidemment des débits supérieurs à un instant T qu'il fallait tenir au niveau du réseau et du retour au réseau local de l'entreprise. Ce qu'on peut en dire au niveau de la conséquence sur le réseau filaire, c'est ainsi que va se terminer cette nouvelle partie de vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il nous reste encore quelques vidéos et puis on a plein d'autres sujets qu'on évoque sur notre chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et vous cliquez bien sur la petite cloche pour avoir les notifications. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, de bonnes vacances. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.